Justin Gaethje va battre Ilia Topuria. Je vous le dis, c'est un pronostic. Alors je sais que je vais pas parier ma maison dessus, mais je vais essayer de vous prouver dans cette vidéo que Justin Gaethje a beaucoup plus de chances que ce que les gens disent. Je vois beaucoup de personnes dire que Ilia Topuria va le mettre KO au premier round facile. Je le dis, et ça j'avoue que je peux parier limite de l'argent dessus. Le combat ira minimum jusqu'au troisième round. Voilà, Topuria ne gagnera pas dans les deux premiers rounds. Alors il y a quand même quelques conditions, notamment que Justin Gaethje utilise plus de 2 neurones, ce qui peut être compliqué parfois, mais je pense, premier degré, que Justin Gaethje a ses chances de battre Topuria. Limite, l'un qui a le plus de chances, et je vais essayer de vous prouver dans cette vidéo. Cette vidéo, une grosse preview de l'UFC Freedom 250, entre guillemets aussi l'UFC on fête l'anniversaire de Donald Trump, mais on va pas le dire. Bref, gros événement en direct dans la nuit de dimanche à lundi, histoire de bien ruiner mon bac. Donc, je vais vous mettre des petits time codes, comme ça voilà, si vous avez besoin, vous pouvez partir voir un combat ou un autre, s'il y en a qui vous intéressent un peu moins. Moi aussi, il y a des combats qui m'intéressent pas trop, on dirait pas les noms, mais Bonical, Kaidokos. Et évidemment, il y a d'autres combats qui sont beaucoup plus intéressants, on va revenir sur ça, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous faites ce que vous voulez, mais ça me fait évidemment énormément plaisir. On est parti pour la preview de cet événement UFC Freedom 250. Le premier combat sur la carte, Diego Lopes contre Steve Garcia. Diego Lopes que j'aime énormément, voilà, c'est un combattant que j'apprécie beaucoup. Il a perdu 2 fois contre Volkanovski et il l'a dit lui-même. Maintenant, il doit affronter n'importe qui. Donc, on lui a proposé Steve Garcia, qui est un excellent combattant. Il a notamment une excellente victoire contre Mielchiazel Acosta, notre ami dalmatien qui avait mis KO Morgan Charrière. Steve Garcia l'avait battu et lui avait mis un sacré KO au point où il a commencé à lutter avec l'arbitre. Donc vraiment, il lui avait mis beaucoup de dégâts. C'est un combat qui est du coup super intéressant, qui va être très divertissant. Alors après, bon, c'est vrai que si on parle comme ça, évidemment, sur une carte comme ça, qui était très hypée comme étant la plus grande carte de tous les temps, on aurait peut-être pu espérer un peu mieux, surtout pour Diego Lopez. Mais Diego Lopez, voilà, qui fait quand même l'UFC à la sphère, qui était un gros événement, l'UFC 300, qui était évidemment un gros événement, et il fait aussi cet événement. C'est le seul qui est vraiment présent sur tous les gros événements. Donc pourquoi pas Diego Lopez pour le titre à l'UFC 400, pourquoi pas, hein, contre Volkanovski évidemment. Mais voilà, c'est un combat qui va être très divertissant, ça va être très cool pour ouvrir la carte. Maintenant, je vois pas de grosses surprises évidemment. Diego Lopez, il est excellent debout et je pense que c'est un combat qui va rester en striking. Même si pourquoi pas, on pourrait aller au sol évidemment. Mais voilà, je pense que Diego Lopez, il est extrêmement bon, qu'il est très polyvalent. Et que là-dessus, il n'y a pas trop de problème pour lui, je pense qu'il va s'en sortir assez facilement. Ça devrait pas être le combat le plus dur de sa vie. Même si attention, évidemment, Steve Garcia qui frappe extrêmement fort. C'est un combattant avec beaucoup de KO power. Mais les deux, voilà, les deux ont du KO power. Je pense que le premier round, ça va surtout beaucoup se regarder, envoyer quelques coups. Le deuxième, ça va commencer à plus se rentrer dedans. Je pense que le troisième, Diego Lopez va le finir avec un KO TKO. Maintenant, ça va pas lui ouvrir un combat pour le titre contre Volkanovski parce que les gens en ont un peu marre et que Evloev, on ferait peut-être qu'il combatte pour le titre un jour. Donc, je pense qu'on aura Evloev Volkanovski, que Diego Lopez va affronter, pourquoi pas Sterling, pourquoi pas, voilà, ou un Leron Murphy, pourquoi pas. Mais je pense que voilà, c'est pas maintenant qu'il va avoir son title shot, il le sait très bien, même lui il le sait, ouais, il l'a dit en interview. Il a encore une tête de combat avant d'avoir un title shot. De toute façon, Volkanovski ne sera pas là pendant très longtemps. Je pense qu'il fait encore 2 combats max et il s'arrête. Donc voilà, une fois que Volkanovski ne sera plus là ou qu'il sera plus champion, bah, pourquoi pas un petit Diego Lopez pour le titre. Parce qu'il a le niveau, hein, maintenant, c'est juste que Volkanovski il est excellent. Après, est-ce qu'il bat Evloev? Je sais pas, est-ce qu'il s'est amélioré depuis leur dernier combat? Je pense que oui, maintenant Evloev aussi. Donc c'est un combat qui serait intéressant à voir, Evloev Diego Lopez 2. Maintenant, je pense que Diego Lopez il bat à peu près n'importe qui. S'il affronte Jean Silva, je pense qu'il le bat. S'il affronte Sterling, je pense qu'il peut le battre. Leron Murphy, je pense qu'il peut le battre aussi. Maintenant, Evloev me fait peur, Volkanovski, bah, évidemment, on sait que Volkanovski peut le battre. Donc, à voir la suite, à voir comment il s'est amélioré, s'il a des nouvelles cordes à son arc. Mais voilà, si c'est bien amélioré, je pense que Diego Lopez, dans les mois, années qui suivent, ça sera un futur gros nom, voire un futur champion. À mon avis, il va décrocher un titre.
j'espère en tout cas qu'il fera pas une Justin Poirier à juste avoir un titre intérimaire ou quoi. C'est un combattant très divertissant, très cool. Je l'aimais vraiment pas au début, de par sa coupe, qui me faisait rire, mais voilà, j'étais pas fan de la coupe. Maintenant, je respecte le monsieur, un grand aura farmer, et je pense que voilà, dans les années qui suivent, ça sera un futur gros nom, un futur champion. Du coup, pour ce combat opener à l'UFC Freedom, je pense que Diego Lopez va gagner par chaotique et au troisième round contre Steve Garcia. Le deuxième combat, c'est Bonical contre Kyle Dokos. Alors évidemment qu'on s'en fout tous un peu. Évidemment qu'on a envie d'enculer l'UFC pour nous donner ce combat de merde. Mais voilà, c'est un combat qui en soi peut être un peu divertissant. J'avais beaucoup chié sur Bonical, notamment qu'il a combattu à son dernier combat. Pour vous dire, c'est le combat où j'étais sur mon téléphone tout le long. Et puis après, au moment où j'ai relevé la tête, j'ai vu que Bonical était sur la cage. Je me suis dit, c'est bizarre. Ils ont montré le replay, le KO head kick, je suis dégoûté de l'avoir loupé. Donc voilà, il a mis un joli KO à son dernier combat, Bonical. Il a une défaite, c'est évidemment contre Rainier de Reader qui l'avait battu. La défaite vieillit un peu mal parce que bon bah Brendan Allen a défoncé des Reader. Des Reader, il a quelques problèmes au cœur, je crois, il a des problèmes de santé. Donc voilà, maintenant Bonical, bon, on sait qu'il est un peu bon. Maintenant, est-ce que tu as le niveau pour être dans le top 15? Kyle Dokos, c'est vraiment pour du top 15. Le gagnant, il affrontera un mec du top 15, c'est sûr. Maintenant, est-ce que Kyle Dokos peut le faire? Alors, Dokos, il a quand même des très bonnes victoires, surtout récemment, où il fait un KO et une soumission au premier round. Maintenant, contre Bonical, ça passera le premier round. Et généralement, il y a des combattants, on y reviendra, qui, une fois qu'on passe le premier round, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça peut le faire, je pense que ça va pas être une dinguerie non plus ce combat. Mais voilà, je pense que Bonical, en fait, il va s'imposer plus par décision. Il a mis un KO head kick, mais voilà, le niveau d'opposition était pas dingue non plus. L'UFC savait ce qu'il faisait. Voilà, c'était offert. Bonical, il savait qu'il devait regagner de la hype. Il l'a très bien fait. Maintenant, je pense que voilà, il va regagner une victoire assez pas facile non plus. Peut-être qu'il va perdre un round ou voilà, il y a un round qui va être serré aussi. Donc ça va être une split décision. Mais je pense que Bonical va gagner par décision, que ça va pas être le combat de l'année, que ça va pas être une giga dinguerie, mais que Bonical va être suffisamment dominant pour remporter ce combat. Et voilà, je pense que Kyle Dokos, bon bah, dans tous les cas, il allait pas être le giga prospect futur top 5 et tout. Bonical, à mon avis, il va se faire ouvrir en deux quand il va commencer à rentrer dans les gros noms. Donc voilà, bon, Bonical va gagner. Je pronostique que son prochain combat, il va se faire ouvrir en deux. Peut-être qu'il me fera mentir, peut-être qu'il va mettre KO Kyle Dokos au premier round, qu'il va finir top 5, qu'il va finir champion. Mais voilà, je pense que Bonical, voilà, il est un peu trop hype et que ça va pas passer le top 10 cette histoire. Mais voilà, c'est le combat le moins intéressant de la carte évidemment. Mais voilà, c'est une victoire de Bonical à la décision. Je pense que ça va être assez random. Donc ça va pas être le combat de l'année. Mais ça, je me mouille pas trop en le disant. Le troisième combat, Mauricio Ruffi contre Michael Chandler. Michael Chandler qui est toujours en quête d'une victoire hein, après sa dernière victoire contre Tony Ferguson. Allez, il a 2 victoires à l'UFC, Tony Ferguson et Dan Hooker. Ce qui est ma foi pas dégueulasse évidemment, mais voilà. Il cherche une autre victoire et malheureusement j'ai pas l'impression que ça va être pour aujourd'hui. Alors il y avait des rumeurs évidemment, ils le voulaient ce combat contre Conor McGregor, au final ils l'ont donné à Max Holloway et lui ont dit affronte ce mec en 13-2 qui est excellent, qui est très très fort, qui est excellent en striking, qui te dominera debout et qui est à mon avis assez fort pour te dominer au sol. Voilà, Michael Chandler il est sympa, il a dit oui. Il a dit en interview qu'il voulait une victoire à la Maison Blanche, qu'il voulait pas perdre. Maintenant j'ai une mauvaise nouvelle. Mauricio Ruffi il est excellent. BSD l'a battu à Paris, il l'a soumis. Maintenant Mauricio Ruffi n'est plus des Fighting donc il est devenu quelqu'un de respectable. Voilà, il est plus associé à Jean Silva que je déteste évidemment. Et Mauricio Ruffi, on l'a vu à son dernier combat, il est excellent. Voilà, je pense que il a un bon camp. Voilà, je pense que c'est son camp est ma foi plutôt pas mal. Il a fait une bonne perf à son dernier combat. Je pense que Michael Chandler, ça peut être très dangereux évidemment. Hein. Michael Chandler, il est très dangereux debout. Maintenant, j'ai vu les vidéos de Michael Chandler au Bellator. Et évidemment, au Bellator, c'est quelque chose, c'est un monstre. Maintenant, j'ai vu Michael Chandler à l'UFC, et voilà, c'est un peu hydrogène bombe contre Kushim Baby. C'est pas la même chose du tout, c'est même très désastreux. Le niveau est assez bas, il est toujours classé, on sait pas comment. Mauricio Ruffi vient de gagner contre Rafael Fiziev, et pourtant il affronte Chandler qui est beaucoup moins bien classé. Il y a aucun sens. Bah, le matchmaking à l'UFC n'a aucun sens.
Et globalement, Mauricio Ruffi va juste se prendre un petit highlight. Il va mettre un highlight, hein, évidemment. Michael Chandler, à mon avis, avec tout le respect que j'ai pour lui, à mon avis, il va perdre. J'aimerais bien qu'il gagne. Voilà, j'aimerais bien qu'il gagne. Parce que Mauricio Ruffi, plus il monte, plus je me dis, ils vont vraiment, comme c'est un ancien des Fightiners et tout, ils vont peut-être le surclasser un peu. Là, il affronte un mec qui est derrière lui, ce qui a aucun sens. Mais voilà, après, je le vois bien, ils vont mettre Mauricio Ruffi contre BSD 2, tu vois, je le vois bien venir. Si Chandler gagne, ils feront peut-être la même chose. Ouais, ils feront la même chose en fait. Ouais, il y a aucune bonne victoire. Il n'y a aucune bonne victoire dans ce combat. Parce que voilà, Chandler, s'il gagne, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont le mettre sur un piédestal, ils vont le faire affronter PSD ou Arman, j'en sais rien. Juste parce qu'il a une victoire. Alors évidemment, très bonne victoire s'il va mourir sur Ruffy. Hein, parce que Ruffy, franchement, BSD l'a battu. Et franchement, pour moi, BSD n'était pas favori. Et selon beaucoup de personnes, il n'était pas favori non plus, BSD. Donc voilà, bonne performance de BSD qui a battu Ruffy, qui lui a mis un stop direct. Maintenant, à voir. Pour Chandler, il y a des chemins de réussite, notamment aller chercher la lutte. Maintenant, Mauricio Ruffi, je pense qu'il s'est amélioré depuis le combat contre BSD. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. S'il reste debout, Mauricio Ruffi va le clip. Il a fait ça à Raphaël Fiziev qui est excellent. Donc, à mon avis, un vieux Chandler. Ah, reste pas debout, mon vieux. Reste pas debout, ça va faire mal. Maintenant, voilà. Je pense que si ça reste debout, Mauricio Ruffi va le battre assez facilement. Si ça va au sol, ça peut être plus serré, ça peut limite aller à la décision. Maintenant, je vais partir du choix logique, ce qui va être de victoire par KO, petit KO de Mauricio Ruffi au round 2. Je pense que le round 1, ça va s'observer, ça va envoyer quelques frappes, voir Chandler va gagner le premier round, on va se dire « Oh, ça passe ». Chandler va prendre la confiance, il va commencer à s'élancer, il va se prendre une droite, il va finir KO. Voilà, peut-être que je pronostique, peut-être que je vois dans le futur, mais globalement, voilà, je vois pas ce combat aller à la décision non plus. Quoi. Après, ça peut aller à la décision. Chandler a été à la décision contre Geiji. Donc, à partir de là, je pense que ça peut passer. Hein. Mais globalement, voilà, je pense que ça va être assez compliqué pour notre ami Michael Chandler qui va, à mon avis, se faire clip. Mais voilà, je pronostique donc une victoire de Mauricio Ruffi par TKO au round 2. C'est, à mon avis, le choix le plus logique de l'histoire. Mais voilà, peut-être que j'ai tort. L'avenir nous le dira. Ensuite, le combat qui s'est rajouté à la dernière minute, Josh O'Keefe contre Derrick Lewis. Le combat qui est à la fois intéressant et inintéressant, parce que c'est-à-dire que le niveau technique sera vraiment à moins 40 000 km sous terre. C'est-à-dire que bon voilà, ça va s'échanger des patates de forain. Un des deux va tomber KO, et on sait pas qui. Voilà, c'est ça qui est divertissant dans les combats des heavyweight, hein, c'est-à-dire que ça s'envoie sur la gueule, il n'y a aucune technique, mais au bout d'un moment il y en a un qui tombe, et voilà. Le champion c'est celui qui tombe jamais, donc voilà. Bon, j'abuse. Les heavyweight, en vrai, le top 5 est excellent. Surtout avec Alex Pereira qui vient de se rajouter, et la catégorie reprend un peu de nom, voilà, ça reprend un peu de qualité. Mais globalement, voilà, vers le top 10, c'est ce qui se passe. Josh O'Keefe, il est pas à négliger non plus, hein, parce que Josh O'Keefe, il met quand même des sacrés KO, mais surtout, il a surtout un bon niveau au sol. Voilà, il peut aller chercher le sol, on l'a vu au Bellator. Maintenant, voilà, est-ce qu'il va faire ça contre Derrick Lewis? J'aimerais dire oui, parce que s'il fait pas ça contre Derrick Lewis, on l'a vu contre Tyson Teixeira. Après, Tyson Teixeira, il pue sa mère, hein, je suis désolé, il est vraiment nul à chier. Il galère à battre Tetsuhasa, il affronte Pavlovich, des mecs pensent qu'il va battre Pavlovich. Pavlovich le met KO en 30 secondes. Vraiment, le mec a vraiment un niveau catastrophique. Mais voilà, je prévois une pète la gueule, évidemment, hein, mais voilà, le niveau est vraiment pas dingue. Donc, maintenant, est-ce que Josh O'Keefe va aller chercher la lutte? J'espère pour lui qu'il va faire, parce que s'il le fait pas, c'est la merde. Parce que Derrick Lewis, il frappe très fort. Et s'il fait comme avec Curtis Blade, il va prendre cher, il va peut-être finir KO. Donc, s'il va chercher la lutte, Derrick Lewis, il en a vraiment, mais plus rien à foutre. Voilà, il sait qu'il va pas finir champion. Donc, le mec, il en a rien à foutre, il va juste envoyer des droites. Tu l'emmènes au sol, il en a rien à faire, il va juste essayer de se relever. S'il n'arrive pas à se relever, c'est fini, t'as gagné. Et si au bout d'un moment il en a marre, il est un peu épuisé, tu lui envoies une droite, il finit par se coucher. Le mec n'en a plus rien à foutre, il vient prendre son chèque. Je pense, avec toute honnêteté, que Josh O'Keefe va le défoncer. Mais en fait, Derrick Lewis, si il arrive à le connecter dès le début, bah il va gagner. Maintenant, s'il gagne, évidemment, c'est catastrophique, parce que Josh O'Keefe, c'est comme Ruffi avec Chandler. Josh O'Keefe, il est beaucoup plus loin dans le classement. Donc, si Derrick Lewis, qui vient de perdre je sais pas combien de combats,
il finit par battre Joshua Kidd. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Joshua Kidd qu'est-ce qu'on fait? En fait, je sais pas. Est-ce que Derrick Lewis, il affronte quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qu'il combat pour le titre? Parce que qu'on soit bien clair, évidemment, Joshua Kidd, il va nous casser les couilles, évidemment, parce que j'aime bien son trash talk, mais vas-y, des fois, il va trop loin, et quand il insulte Pereira et tout, bon, vas-y, c'est un peu gênant. À la conférence de presse, c'était drôle. Mais vas-y, tu fais ça dans les vestiaires et tout, juste parce que tu vois deux mecs avec une caméra et tout, tu te dis, allez, je vais insulter toute sa famille. Ah gros, Joshua Kidd, je t'aime bien, mais Alex Pereira, il va te défoncer la gueule, quoi, donc bon. Après, bon, en tant que un peu hater de Topuria, quand il a insulté Topuria de nain, ça m'a fait rire, et évidemment que j'étais à fond derrière lui à ce moment-là. Mais bon, voilà, on va pas se mentir, je pense que Topuria, il l'encule quand même, donc voilà, il y a quand même des niveaux dans ce jeu, et je pense que ça pue pour Okit. Maintenant, Okit, dans tous les cas, s'il gagne, il va prendre son personnage de Hulk Hogan un peu détestable, il va commencer à nous dire What's up Miami, am I white Miami. Voilà, il va commencer à nous casser les couilles. Après, c'est à Washington, donc s'il dit Miami, évidemment, il a l'air con. Mais c'est Joshua Kidd, c'est le personnage. Donc, évidemment, on a envie de voir un Joshua Kidd qui prend un peu le micro, qui dit quelques phrases et tout. Bon, ça fait un peu rire sur le coup. Mais voilà, il va insulter Pereira, il va dire je vais chier à moi sur ta maman, je sais pas quelle connerie encore. Il va dire Cyril Gann, je vais te défoncer la baguette, ou je sais pas, peut-être c'est un peu sexuel, dit comme ça. Mais voilà, il va dire une connerie dans le genre. Et ça va faire rire les gens, il va percer un peu sur les réseaux. Dana White va dire ok, il y a de l'argent à se faire, on va le foutre. Déjà, il va avoir la conférence de presse, donc conférence de presse. J'ai peur pour Cyril, parce que, évidemment, Joshua Kidd il fait ça pour le titre. Il a même dit en interview qu'il pensait que Alex Pereira allait gagner dans le co-main. Donc il sait très bien ce qu'il fait, et voilà, il insulte Pereira pour que si Pereira il gagne, bah voilà, le UFC se dit bon bah il a gagné contre Derrick Lewis, Alex Pereira a battu Cyril Gann, bon bah voilà, on fait Joshua Kidd contre Alex Pereira, parce que je pense qu'il va battre Derrick Lewis, et peu importe le résultat, il va affronter Alex Pereira ensuite. Donc voilà. Je pense qu'on aura Alex Pereira contre Joshua Kidd, qui est un peu drôle, parce que bon voilà, mais je pense pas que voilà. Je pense pas que Joshua Kidd fasse un miracle. Mais bon, pourquoi pas, voilà, c'est un combat assez divertissant, je pense que si ça va chercher la lutte, ça va finir en première round. Bon, dans tous les cas, ça va finir en première round, on n'ira pas à la décision dans ce combat. Après, j'ai dit ça contre Curtis Blade, hein. Au final, bon, au final, on sait ce qui s'est passé. Donc, bon, je pense que Joshua Kidd va aller au sol, je pense que Derrick Lewis, il va give up. Donc je vais pronostiquer une victoire par TKO au premier round de Joshua Kidd, qui va l'emmener au sol, qui va lui faire un grand pound. Et il va gagner le combat assez facilement. Je pense pas que ça va être très compliqué à scorer ce combat, hein. Je pense que ça va être une démolition qui va défoncer Derrick Lewis. Derrick Lewis qui est quand même un bon nom. Après ils vont lui dire bon bah vas-y gros, tu t'affrontes le gagnant du co-main. Bref, victoire de Joshua Kidd qui passera donc en 10-0 contre Derrick Lewis. Victoire TKO au premier round. Et je pense que voilà, ça sera un peu divertissant, surtout au micro, mais bon, voilà, s'il peut un peu se calmer, ça serait cool. Ensuite, combat assez intéressant aussi, Sean O'Malley contre Ayman Zahabi. Ayman Zahabi et Sean O'Malley qui se disputent un peu en ce moment pour savoir qui est le mec le plus détesté par les fans. Alors Sean O'Malley, il a perdu un peu de street cred, hein, comme on dit. Il était bien aimé par les fans l'aimaient bien, et après, bon bah, Merab lui a roulé dessus 2 fois. Il a commencé un peu, voilà, il a perdu un peu son prestige. Donc maintenant les fans l'aiment un peu moins. Ayman Zahabi, bon bah beaucoup disent qu'il a volé son combat contre José Aldo. José Aldo, qui évidemment est beaucoup aimé par les fans, voilà, grosse légende, on respecte ici. Donc évidemment les fans l'aiment pas trop et beaucoup veulent voir Sean O'Malley gagner quand même. À mon avis c'est ce qui va se passer, Sean O'Malley va gagner le combat. Maintenant pour aller où? Évidemment parce que bah Peter Yan, toujours champion depuis décembre, n'a pas combattu. On sait très bien que Merab l'a dit lui-même, le 3ème combat va avoir lieu un jour. Alors, un jour, ça explique pas quand, parce que Merab est blessé et qu'ils attendent que Merab soit rétabli et tout, donc bon. Après, bon, Merab, on l'a vu il y a 2 jours, il a fait une vidéo en trottinette sur l'autoroute, avec un canapé sur le dos, ou je sais pas quoi. Enfin, moi je perds espoir avec ce mec, hein, j'adore Merab, c'est mon combattant préféré, je pense, mais un des combattants préférés. Mais voilà, je perds espoir avec cet homme. Il est. Voilà, un jour je vais me réveiller et je vais voir qu'il est mort parce que voilà, je sais pas, il a fait du parachute sans parachute. Voilà, c'est un mec hilarant. Le mec est hilarant, mais voilà, j'ai un peu peur pour sa santé chaque jour qui passe. Donc voilà, c'est dur d'avoir Merab en combattant préféré quand on sait ce qu'il peut faire. Mais voilà, voilà. Un jour on aura le combat Peter Yan de Merab 3. Avant ça, bah du coup, il faut trouver un numéro 1 pour le titre. Alors, Oumar va affronter David Martinez
dans un Fight Night à Abu Dhabi en juillet, est-ce que le gagnant de Sean O'Malley et Ayman Zahabi affronterait pas Oumar? C'est la question que je me pose, parce qu'on sait toujours pas quand Peter Yan Merab aura lieu. Oumar est logiquement le prétendant numéro 1. Maintenant, si Peter Yan bat Merab, bah Peter Yan n'a jamais affronté Oumar, donc ce serait mieux que ce soit Oumar. En même temps, Peter Yan, il a envie d'affronter Sean O'Malley, parce que Sean O'Malley lui a un peu volé la victoire quand ils se sont affrontés la première fois. En même temps, si Ayman Zahabi gagne, bah, il a jamais affronté Merab ni Peter Yan, donc ça pourrait être lui aussi. Mais en même temps, si c'est Peter Yan, bah Peter Yan n'a jamais affronté Oumar, mais il a jamais affronté Ayman Zahabi non plus. Donc, en fait, surtout que si Merab gagne, bah il a déjà affronté Sean O'Malley, donc si Sean O'Malley gagne, c'est obligé d'être Oumar, mais Oumar il a déjà affronté. Donc, voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que là on est un peu bloqué dans la KT si vous voulez. Donc, en fait, il faut que le gagnant de ce combat affronte le gagnant de David Martinez contre Oumar, qui sera évidemment Oumar pour des raisons évidentes. Donc, Oumar contre le vainqueur de Sean O'Malley et Ayman Zahabi, pourquoi pas. Maintenant, Ayman Zahabi, logiquement, si Peter Yan n'avait pas battu Merab aurait affronté Ayman Zahabi, parce que c'est le seul qui restait dans la KT. Donc Ayman Zahabi aura un peu le seum, mais dans tous les cas, je pense pas qu'il va battre Sean O'Malley, qui, spoiler, je pense, va gagner par décision. Voilà, je pense que Sean O'Malley, alors faut voir le Sean O'Malley, hein, parce que Song Yadong, bah après il est très bon, hein. Ce qu'il a fait à Figueiredo, Song Yadong, c'est quand même une grosse masterclass, donc maintenant il est très bon. Donc voilà, Sean O'Malley a gagné une décision, voilà, c'était un peu serré. Maintenant, est-ce qu'il va leur sortir une énorme perf, Sean O'Malley, contre Ayman Zahabi? J'espère pour lui que ça va aller, qu'il va commencer à reprendre du galon, et que voilà, il va avoir une bonne victoire. Maintenant, est-ce que ça va avoir lieu? Je sais pas. Sean O'Malley il est très bon, Ayman Zahabi il est très bon. Maintenant, on a tous ce clip évidemment en tête de Josaldo qui ragdoll Ayman Zahabi. Je pense que si c'est Sean O'Malley qui est encore très très jeune, avec une bonne puissance de frappe, à mon avis ça va mal finir pour notre ami Zahabi. Malheureusement désolé pour mon ami canadien, mais je pense que Sean O'Malley va s'imposer par décision. Dans un combat qui sera quand même assez divertissant, même si bon, je vais pas mentir, le dernier combat de Sean O'Malley il va pas emballer plus que ça. Mais bon, je pense que ce combat va être quand même assez divertissant, même si c'est vraiment pas un combat qui m'a bien fou. Mais voilà, toujours cool, puis on aura l'entrée de Sean O'Malley à la Maison Blanche, avec son thème son qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, au moins on pourra s'ambiancer, c'est déjà ça. Ensuite, le co-main event, évidemment c'est là où on s'ambiance, Cocorico. Cyril Gane affronte Alex Pereira dans le co-main event de l'UFC Freedom pour le titre vacant heavyweight après que Cyril Gane ait rendu aveugle Thomas Spinal, mais ça faut rien dire. Bon, je vais pas mentir, j'ai déjà fait une vidéo, Cyril Gane n'a aucune chance contre Thomas Spinal. Et c'est pour cette raison que j'ai pronostiqué une victoire d'Alex Pereira, je ne laisse aucun suspense, j'ai tout niqué, je sais. Je pense, et je sais que c'est bien de faire son chauvin comme on dit, c'est-à-dire que c'est bien d'encourager les combattants qui viennent de son pays. J'aime bien faire ça, mais je déteste Cyril Gane. Voilà, je suis désolé, j'aime bien Cyril Gane, mais le mec en dehors de la cage est cool. Juste dans la cage, cool dans les parties contre John. Il met KO Tetsuwada avec des coups derrière la tête. Il met KO Spivak avec des coups derrière la tête. Il aveugle Thomas Spinal, ça finit en no contest. Je suis désolé, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec le personnage, qui certes en dehors de la cage est adorable et je l'aime beaucoup, il fait des streams sur Twitch, il a l'air très cool. Maintenant, dans la cage, je n'aime pas le personnage. Voilà, je n'y arrive pas. Alors qu'en face, on a quand même Alex Pereira, qui est quand même l'un des mecs les plus cool de l'histoire. Alex Pereira, voilà, il fait dans les trucs, dans les tribus, dans les esprits des forêts, peut-être qu'il croise Prochaska dans la forêt. Je pense qu'ils font des duels avec les esprits, hein. C'est pour ça que quand ils se sont affrontés, ils ont fait des duels de regard. Je pense que ça s'est changé quelques esprits ancestrales pour voilà, se lancer un sort à l'autre. Malheureusement, on a vu que les esprits d'Alex Pereira sont quand même assez puissants, parce que Prochaska a perdu 2 fois. Maintenant, voilà, je pense que voilà, il va lancer sa flèche sur Cyril Gane et qu'il va battre Cyril Gane. Voilà, c'est mon pronostic. J'adore Cyril Gane. Évidemment, Alex Pereira, c'est un middleweight qui monte en heavyweight, donc bon, il y a quand même, il a été heavyweight entre deux, donc le mec monte quand même. Il était en middleweight, il est monté en light heavyweight, il est devenu champion très dominant, et maintenant il monte en heavyweight contre l'un des meilleurs heavyweight au monde, parce que Cyril Gane, évidemment, c'est l'un des meilleurs. Maintenant, le seul truc qui me pose problème, c'est que, bon, voilà, Cyril Gane, même si je l'aime bien, Alex Pereira, c'est quand même hyper solide. Le mec perd contre Adesanya en middleweight, alors que, et franchement, en middleweight, je sais même pas comment il allait en middleweight. Comment le mec combattait en middleweight, alors que maintenant, il peut combattre en heavyweight sans problème. Le mec, il fait 110 kilos. Comment le mec combattait en middleweight? C'est un truc qui m'en fout. Alors, évidemment, Israel Adesanya l'a battu.
Je suis d'accord avec ça, ok. Le mec monte en light heavyweight. Le mec perd contre Ankalaev, ok, j'accepte. Maintenant, il a pris sa revanche et ce qu'il a fait à Ankalaev dans le deuxième combat, c'est un truc de fou. Ce qu'il a fait à Ankalaev, c'est vraiment une singerie de fou. Le mec lui a mis il lui est rentré dedans dès le début, il l'a mis KO. Et globalement, je pense que Alex Pereira va faire la même chose. Je pense qu'Alex Pereira va rentrer dans Cyril Gane dès le début. Il va faire comme Ankalaev et qu'il va le mettre KO. Parce que, en fait, Cyril Gane n'a jamais été mis KO. Je pense que ça peut le faire là en fait. Parce que je pense que là il peut lui rentrer dedans facile l'expérience. Parce que le mec a une puissance de frappe qui est. Ouah, je pense qu'on peut compter ça comme nucléaire. Je pense qu'on peut compter ça comme de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que le mec t'envoie un crochet du gauche et globalement tu vois toute ta famille, et tu vois tous tes proches, tu vois les meilleurs moments de ta vie. Après tu travailles à l'hosto, c'est quand même un truc de fou. Un truc de fou. Le mec a une puissance de dingue. Et la puissance qu'il avait en middleweight et en light heavyweight, elle était quand même assez dingue. Et maintenant qu'il va combattre à son poids naturel, c'est-à-dire à plus de 100 kg, bah, j'ai vu les vidéos d'entraînement et je pense que, honnêtement, s'il m'affronte dans un combat et qu'il me met une pichenette, je pense que je meurs. Donc, je me dis, s'il t'envoie un crochet du gauche plein de puissance dans le menton, t'as beau t'appeler Cyril Gane et faire 110 kg, bien musclé et tout, je pense que, franchement, t'y passes. Hein. Je pense que, globalement, Cyril Gane va y passer. Et je pense que Alex Pereira va devenir l'un des mecs les plus, l'un des plus grands noms de MMA. Parce que globalement, s'il gagne, il n'y a plus trop de doute, on est obligé de dire que le mec est un des plus grands de tous les temps. Et globalement, bah, en fait, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu veux faire contre Alex Pereira en fait? Parce que, évidemment, Cyril Gane a dit oui, je peux aller au sol. Tu peux, mais ça va changer quoi ta vie? Il va quand même te défoncer, en fait, parce qu'il va se relever, il va te mettre KO. Donc, rien ne va changer. Rien ne va changer, et je pense qu'Alex Pereira va gagner contre Cyril Gane. Je vais pronostiquer un TKO limite round 1 en fait. Je pense qu'il peut le battre round 1 parce que Cyril Gane est très mobile. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit il lui rentre dedans comme il a fait avec Ankalaev dans le deuxième combat et le met KO presque instant, soit il va lui envoyer des leg kicks jusqu'à lui péter les jambes, et sans jambes, bah, tout ce qu'il peut faire c'est soit tenter une amener au sol qui va pas marcher, soit bah, il va essayer de bouger mais il va bouger tellement lentement que Pereira va l'attendre et va lui mettre un crochet du gauche et va le mettre KO. Donc même s'il va chercher au sol, Cyril, bah, son coach c'est Glover Teixeira à Pereira. Donc je pense qu'il a un sol excellent, c'est un Brésilien, je pense qu'il a dû s'entraîner à un moment peut-être avec des Brésiliens genre Charles Oliver et tout. Je pense qu'il a un excellent sol, hein. Je pense que vraiment il va... Peu importe là où ça va, je pense que Cyril Gane est mort. Parce que les kicks, bah, ils font pas semblant les mecs qui s'en prennent. Hein. Genre Daniel Cormier, c'est pris un petit leg kick, il l'a fait pire, je l'ai bien senti. Donc à mon avis, si t'en mets un vrai en plein combat, à mon avis ça fait super mal. Et il y a un monde où en fait, Cyril Gane, même s'il se débrouille bien, il nous fait une rallye Roundtree. Roundtree avait bien démarré le combat, il avait mis un knockdown à Pereira, et finalement, bah, il a pris tellement de coups dans les jambes et de coups au corps, que bah finalement, en fait, il a perdu le combat. Donc je pense que c'est ce qui va se passer, je pense qu'Alex Pereira, soit il s'impose par TKO KO round 1, soit ça va se dérouler peut-être en 4, 35, où comme Roundtree, bah, il va tellement l'épuiser physiquement, qu'au bout d'un moment, bah, Cyril Gane va chuter, et Alex Pereira va devenir triple champion, champion en middleweight, light heavyweight et heavyweight. Ensuite, il a dit qu'il voulait être actif, donc pourquoi pas affronter Joshua Kidd si Thomas Spinal est pas en état, mais je pense que bah, après dans tous les cas, le combat aurait dû être pour le vrai titre, et Thomas Spinal quand il est dispo, bah tu fais Thomas Spinal contre le gagnant. Mais bon, dans tous les cas, on va si Cyril Gane gagne, je pense que voilà, il sera champion intérimaire, mais que le titre, dans tous les cas, va devenir le vrai titre. Parce qu'à mon avis, Thomas Spinal va revenir l'année prochaine. Parce que, bon, apparemment, il s'est toujours pas entraîné et tout, donc s'il n'arrive toujours pas à vivre normalement, bon, bah, ça va être compliqué de combattre. Donc bon, je pense que le combat, au final, ça sera pour le vrai titre, et je pense que Alex Pereira va devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC, devenir l'un des plus grands de tous les temps. Déjà meilleur que John Jones, et oui les amis. Bref, on passe tout de suite au main event, Ilia Topuria contre Justin Gaethje. Et oui, je l'ai dit en intro, je pense que Justin Gaethje peut battre Ilia Topuria, et il n'y a aucune vanne. Je pense que Justin Gaethje peut battre Topuria. Je vais expliquer ça assez simplement. Topuria, il est beaucoup trop surcoté par les fans. Il est excellent. Excellent. Vraiment, je regarde, il est excellent. Il est pas en 17-0 parce qu'il a frotté ma mamie, il a frotté mon grand-père et tout. Hein. Le mec a mis KO des légendes. Maintenant, il n'arrive pas à mettre KO Josh Emmett. Jair Bert le démonte debout avant que il lui mette KO, avant que Topuria le mette KO.
Max Holloway lui a mis extrêmement cher alors que le combat était en featherweight. Et que maintenant, Max Holloway, son poids, c'est plus un lightweight. En lightweight, il affronte Charles Oliveira qui lui-même l'a dit, a fait une erreur, c'est d'aller debout. Il a voulu, par ego, il s'est dit je vais pas aller au sol, je vais l'affronter debout en striking. Il a foncé sur lui, il a même dit en interview, en vidéo et tout, on peut l'entendre dire j'ai été con, voilà, ma faute. Maintenant les gens, ils pensent que Ilia Topuria, à Soul, il peut mettre KO n'importe qui. Je vous le dis, Justin Gaethje va peut-être perdre. Peut-être que Topuria va le mettre KO. Et ça va peut-être arriver, il y a de fortes chances. Genre c'est 90% que Topuria le mette KO. Voilà, 90% de chance. Maintenant, je pense que Justin Gaethje peut aller minimum jusqu'au 3ème round. Parce que Topuria, si vous regardez bien ses combats, il aime bien prendre son temps. Il essaye d'ajuster. Son premier round, il ajuste. Voilà, vous regardez le combat contre Loé, le premier round, il se fait un peu démonter, hein. Il prend son temps, il ajuste. Le deuxième round, quand c'est 5 rounds, il ajuste aussi. Et à partir du 3ème, il commence à accélérer. Quand il va commencer à accélérer, Justin Gaethje, il a dit « Moi, je veux aller en avant ». Les adversaires de Topuria, ils ont été toujours en arrière. Ils ont combattu en allant toujours vers l'arrière, c'est une erreur. Je vois ce qu'il veut dire. Mais en même temps, si tu restes trop en avant, tu vas te prendre un crochet comme Oliveira, tu vas finir KO. Mais je vois ce qu'il veut dire, parce que la vraie arme de Topuria, c'est quand son adversaire est dos à la cage. Quand Volkanovski était dos à la cage, Volkanovski a fini KO. Quand Holloway était dos à la cage, il était pris son KO. Quand Josh Emmett est resté un peu en dos à la cage, c'est là où Topuria il mettait des combinaisons et il enchaînait. Quand Jai Herbert il était dos à la cage, c'est là où Topuria enchaînait et il l'a mis KO. Faut jamais être dos à la cage contre Topuria, parce que Topuria, quand il voit que son adversaire est dos à la cage, il sait qu'il ne peut plus aller nulle part et il commence à enchaîner. Et quand il commence à enchaîner, ben, on a vu la puissance de frappe avant qu'il mette KO Holloway. Holloway est dos à la cage, il commence à l'enchaîner partout. Moi, je me suis dit au moment où vous étiez en live, j'ai eu peur parce que je me suis dit il va finir KO Holloway. J'ai vu qu'Holloway s'échappait, je me suis dit ça va. Sauf qu'Holloway il s'est remis dos à la cage et du coup il s'est pris son KO. Alors que si il reste il reste mobile, il reste un peu au centre. En fait, il a de l'espace. Et s'il a de l'espace, Topuria, il peut rien faire. L'autre arme de Topuria, c'est les kicks. Mais les kicks, Justin Gaethje a pour moi des meilleurs leg kicks. C'est lui qui a les meilleurs leg kicks. Et quelqu'un qui a de la mobilité comme il y a, qui a une boxe incroyable, si tu veux le battre, si tu veux annuler sa boxe, soit tu le menaces avec des emmenés au sol, ce que Islam avait fait à JDM, les emmenés au sol, ça l'avait permis de JDM, il était beaucoup moins confiant, ça s'est vu. Quand il affronte Belal, il n'a pas la même posture. Il est beaucoup plus à l'aise et il enchaîne les frappes, parce qu'il sait que Belal va pas l'emmener au sol. Alors que quand il affronte Islam, une fois qu'Islam l'a emmené au sol et tout, au début des rounds, JDM il est beaucoup moins serein. Et du coup, il a une moins meilleure boxe. Ça, c'est un problème aussi. Et Justin Gaethje pourrait l'exploiter, mais son niveau de sol à Topuria est beaucoup trop élevé comparé à celui de Justin Gaethje. Il y a, et je le crois, a dit qu'il voulait pas faire de takedown. Donc Justin Gaethje, il a même pas besoin de s'inquiéter sur le sol, parce qu'il va pas le faire. Parce que s'il le fait, comme les gens disent que Topuria c'est un énorme favori, ça joue pour Gaethje, parce que maintenant que Topuria a dit jamais je fais une emmenée au sol contre toi, bah si Justin Gaethje il se fait emmener au sol par Topuria, les gens vont dire il a eu peur. Et ça va décrédibiliser Elia, et Elia le sait, donc Elia ne le fera pas. Donc il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de se concentrer sur le sol. Normalement, c'est presque sûr, il n'y aura pas d'emmener au sol. Donc Justin Gaethje, il a juste besoin de se concentrer debout. Il a besoin de rester un peu au centre, d'aller un peu vers l'avant, de ne pas aller vers l'arrière, de ne pas se coller à la cage, parce que là il est mort. Il a juste besoin de travailler les kick, de travailler en distance, de essayer de le contrer, pourquoi pas sur un head kick, comme il l'avait fait avec Dustin Poirier. Le head kick avait bien marché sur Dustin Poirier, il peut le refaire. Je pense que ça peut largement passer. Maintenant, en fait, il y a vraiment des ouvertures pour notre ami Justin Gaethje. Maintenant, voilà, faut pas se louper. Parce que s'il se loupe, là, franchement, ça va mal finir pour toi, mon frère. Mais globalement, en fait, il a des chances, Justin Gaethje. S'il reste à sa distance, qu'il ne se colle pas à la cage non plus, qu'il fait beaucoup de déplacements latéraux, qu'il se déplace vraiment sur les côtés, qui fait gaffe au contre, qui essaie de le contrer sur une droite, parce qu'il a une puissance de frappe aussi, hein. Khabib l'a dit, il a jamais affronté un mec qui frappait aussi fort que Justin Gaethje, alors qu'il a affronté Dustin Poirier et tout. Donc Justin Gaethje frappe extrêmement fort. Alors je sais pas s'il frappe aussi fort que Topuria, mais en tout cas il peut lui mettre des grosses frappes. Un bon uppercut, on a vu ce que ça a fait à Chandler, ce que ça a fait à Fiziev et tout, un bon uppercut ça peut le knockdown. Et s'il se fait knockdown, Topuria, à mon avis, ça va pas être le même combat non plus. Il va être peut-être plus méfiant, et si Topuria il commence à perdre son ego de fou, parce qu'il a un ego de fou, on va pas se mentir, ça va pas marcher, tu vois. Donc
il a des chances, Geji. Geji peut battre Topuria. Alors évidemment, je vous incite pas à parier tout votre argent dessus. Et peut-être que ça va finir au premier round, parce que si Justin Geji il utilise ses 2 neurones et qu'il se dit vas-y, je vais lui foncer dessus comme Charles Oliver l'a fait, parce que moi j'ai une puissance de frappe de fou, il va se prendre son crochet, il va finir KO au premier round. Mais si il se débrouille bien, le combat peut aller à la décision. Et vu que Topuria fait des démarrages assez lents dans ses combats, qui perd généralement le premier et le deuxième round, il suffit juste d'un round de Geji, par exemple le cinquième, parce que Emmett par exemple prend le cinquième round contre Topuria. Si il se prend pas de 18 et que Geji gagne le premier, deuxième et cinquième round, Geji devient champion. Et ça, les gens se rendent pas compte. Les gens pensent que Topuria c'est trop une machine et tout. Topuria, ça reste un humain aussi. Quand il rentre dans la cage, c'est plus le mec avec un ego démesuré et tout. Le mec, ça reste un humain. Et je pense que s'il commence à se prendre beaucoup de coups et tout, beaucoup de leg kicks, qu'il a mal aux jambes, qu'il a une moins mauvaise boxe, ça va mal aller. Peut-être que mentalement, il va avoir du mal, et peut-être que Justin Geji, ça peut lui remettre les pieds sur terre, et peut-être que Justin Geji va pas le fraud check, parce que bon, fraud check, bon, le mec il est double champion, on va pas déconner, mais peut-être que Justin Geji peut lui mettre un vrai frein à sa carrière. Et là, croyez-moi bien, que là, si Justin Geji gagne, c'est la fin de sa carrière, hein, parce que là, il revient pas. Hein. Là, les gens vont se foutre de sa gueule, les gens vont dire, bah, apparemment, c'était le meilleur de tous les temps et tout, tu perds contre Justin Geji, gros. Et là, croyez-moi bien, parce que là, on en a vu des upsets. Hein. Sean Strickland qui part Hamzat Chimaev, Usyk en boxe qui se fait démonter par Rico Verhoeven qui vient du kickboxing. Justin Geji en début d'année, il n'était pas favori hein, contre Pimblett. Pimblett était le grand favori. Justin Geji lui est rentré dedans. Et il a gagné le combat. Donc, franchement, il y a un monde où Topuria perd contre Justin Geji, j'en suis persuadé. Si je dois mettre un pourcentage sur le combat, évidemment, je dirais plus allez, 80% de victoire pour Topuria. Mais il y a un bon 20% de Justin Geji qui utilise ses neurones et Justin Geji qui arrive à le démonter. Genre, il y a un monde où vraiment Topuria ne peut rien faire. Alors, va falloir vraiment vivre dans un monde de fou. Mais franchement, depuis que Khamzat a perdu contre Sean Strickland, je suis prêt à voir ce monde. Je me dis, on vit dans un monde de fou. Je pense que ça peut se faire. Pourquoi pas. Justin Geji, c'est le rookie. C'est à Washington, capitale de l'Amérique. Voilà. C'est les États-Unis, c'est Rocky. Rocky contre. Voilà. C'est Rocky numéro 90 000. Je pense que Justin Geji peut battre le frérot Ilia Topuria. Même si j'adore Ilia en vrai. Je suis un hater de Topuria parce que je déteste son ego démesuré et tout. Mais le regarder combattre, c'est incroyable. Le mec est incroyable à regarder. Mais je pense que Justin Geji peut le battre. Et que Justin Geji, avec une bonne stratégie, un bon game plan, peut battre Topuria et créer l'upset de la décennie. Peut-être pire que Sean Strickland qui bat Khamzat. Et ça, vous l'aurez entendu ici, en premier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'essaierai de faire une petite vidéo review de l'event. Surtout si Geji bat Topuria pour vous dire que je vous l'avais dit. Mais voilà, je pense que voilà, je vais pronostiquer une victoire, allez, Geji par décision. Voilà, parce que ça a de la gueule. Même si, bon, je pense que Topuria va battre Geji, mais j'y crois. J'ai quand même envie d'y croire. Geji par décision. Et si je me trompe, tant pis. Mais si j'ai raison, ouais, je le mettrai en bannière, je le mettrai partout, sur photo de profil, je le rappellerai à chaque vidéo. Et ça ferait extrêmement plaisir. Donc allez, Justin Geji, pour la victoire, pour le titre, pour son dernier combat à mon avis, parce qu'à mon avis, après il va arrêter. Donc, allez, pour la dernière, Justin Geji par décision contre Topuria. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Platy. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye tout le monde.